Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la 10e vidéo de cours sur le langage Rust. Alors c'est une vidéo un peu particulière parce que ça va pas vraiment être une vidéo en soi sur le langage Rust en particulier, mais plus une vidéo théorique générale sur le fonctionnement de la mémoire et l'exécution de votre programme, et sur comment justement cette mémoire elle est gérée de manière générale dans les dans les autres langages de programmation, les deux grandes écoles qu'on a sur cette gestion de la mémoire. Mais on va voir du coup après dans la prochaine vidéo ce que Rust a choisi comme approche pour gérer la mémoire. Et vous allez voir qu'il a choisi une approche différente des deux dont on va parler aujourd'hui brièvement. Cette approche, c'est l'approche du ownership, traduit en français par le droit de possession et le droit de propriété. Mais l'ownership, on va vraiment en reparler dans la prochaine vidéo. Avant ça, je pense qu'il est bien de faire un espèce de petit rappel de comment fonctionne la mémoire, pour que tout le monde soit au même niveau et comprenne de quoi on parle, soit pas perdu quoi. Donc si vous avez déjà toutes les notions en ce qui concerne la méthode du C pour gérer la mémoire sur le heap, qu'est-ce que c'est que le heap, la stack, euh, les garbage collectors, comment ça fonctionne, etc. Vous n'avez pas forcément besoin de regarder cette vidéo là. Vous pouvez la passer, honnêtement. Par contre, si vous sentez que vous avez peut-être des lacunes ou que même vous débutez et que du coup vous n'avez pas ces connaissances-là, ou même juste, voilà, vous êtes curieux de voir ce que je vais dire dedans, vous pouvez regarder la vidéo, ça sera toujours un plus dans tous les cas, je pense, sauf si vous connaissez exactement parfaitement tout ce que je m'apprête à dire, auquel cas, désolé pour vous, ça va pas être très fun. Du coup, pour commencer, donc oui, cette vidéo, ça va être une introduction, comme je l'ai dit, donc on va expliquer un peu comment fonctionne la mémoire. Donc, quand vous créez une variable dans votre programme, hein, par exemple là en Rust, je vais créer une variable. Ce qui va se passer, c'est que votre programme, au moment de l'exécution, il va avoir besoin de stocker votre valeur quelque part. Et cette valeur, elle va être stockée selon le type de données que vous allez utiliser sur un certain nombre d'espaces, sur un certain nombre d'octets. En l'occurrence, là, par défaut, mon 15, c'est un i32. 32, ça fait 32 bits. Vous divisez par 8, ça fait 4 octets. Donc, cette variable, elle va prendre 4 octets en mémoire. Elle va avoir besoin de 4 octets en mémoire pour être stockée. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, votre programme, à l'exécution, il va demander à votre machine de lui réserver 4 octets en mémoire. Alors, ce qui va être important de comprendre par contre, c'est que ces 4 octets vont pas forcément être dans le même type de mémoire. Parce que à l'exécution, votre programme a accès plutôt à deux types de mémoire différents. Et ces deux types de mémoire différents vont avoir leur importance. Vous allez voir, leur fonctionnement est plutôt simple en réalité. Mais elles vont avoir leur importance parce que... Oula. Bon, elles vont avoir leur importance parce que tout simplement, elles vont présenter un avantage différent. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a ces deux types de mémoire là. Donc la stack, traduit en français par la pile, en fait, et le heap, traduit en français par le tas. C'est pas très joli, mais on va faire avec. Ces deux types de mémoire là, c'est ces deux types de mémoire là auxquels votre programme va avoir accès au moment de l'exécution. Donc quand il va créer une variable, cette variable elle va prendre un certain espace mémoire en octets, et cet espace mémoire il va être soit mis sur la stack, soit mis sur le heap. La différence entre pourquoi il va sur la stack ou le heap, vous inquiétez pas, on va le voir et vous allez comprendre, c'est très très simple à comprendre. On va juste parler du fonctionnement de la stack et après vous allez pouvoir, on va pouvoir passer au heap. Donc la stack ou la pile, hein, elle fonctionne exactement comme son nom l'indique en français, comme une pile. Une pile, par exemple, si on prend une pile d'assiettes, hein, dans la vie de tous les jours, voilà, vous faites la vaisselle, vous empilez vos assiettes, et ben une pile d'assiettes, vous allez pouvoir mettre, du coup, pour commencer votre pile, la première assiette, puis vous allez mettre une autre assiette au-dessus, puis une autre assiette au-dessus, puis une autre assiette au-dessus, et ainsi de suite. Bon, et ben dans ce système d'empilement d'assiettes, hein, quand vous mettez des assiettes les unes par-dessus les autres, vous remarquez un phénomène assez simple, qui est que la première assiette que vous aviez mis dans la pile, elle s'est retrouvée tout en bas. Ce qui est logique, hein, mais elle s'est retrouvée tout en bas. Alors qu'à l'inverse, la dernière que vous avez mis, elle est tout au-dessus. Bon. Et du coup, pareil, à l'inverse, si au lieu de vouloir empiler, vous voulez désempiler, vous allez d'abord retirer celle qui est tout au-dessus, puis celle qui est tout au-dessus, puis celle qui est tout au-dessus, puis ainsi de suite, jusqu'à arriver à celle qui est tout en bas. Bon. Et ben on voit qu'on est dans un espèce de système de premier entrée, dernier sortie. C'est-à-dire que la première assiette que vous avez mis, c'est la dernière que vous allez enlever de la pile. Voilà, la première que vous mettez dans la pile, c'est la dernière que vous enlevez de la pile. Et ben la stack, elle porte pas son nom pour rien, puisqu'elle fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'au lieu de manipuler des assiettes, on va avoir des données. Alors, des données, ça peut être par exemple
un U32, un quart, ou je sais pas moi, un boule par exemple. Bon, ça peut être, ça peut être par exemple ces trois types de données là, mais c'est exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire que le premier qu'on met, il se retrouve tout en dessous, et le dernier qu'on met, il se retrouve tout au-dessus. Alors, quel va être l'avantage de cette pile? C'est qu'en fait, l'avantage de cette pile, c'est qu'elle va être extrêmement rapide. Elle va être extrêmement rapide au niveau des manipulations en fait de la mémoire. C'est-à-dire les calculs, tout retirer quelque chose de la pile, mettre quelque chose sur la pile, ça va être très rapide. Pourquoi c'est rapide? Bah déjà parce qu'il n'y a pas besoin de faire de la recherche. En fait, quand vous allez par exemple rajouter une donnée sur la stack, vous n'avez pas besoin de vous dire ah cette donnée je dois la mettre là ou là ou là ou là. Non, la donnée, peu importe la donnée que vous mettez, et ben elle va aller là, elle va aller tout au-dessus, direct. Pareil, vous voulez récupérer des données, bah vous devez d'abord retirer celle qui est au-dessus, puis d'abord retirer celle qui est au-dessus, etc., etc., etc. Mais ça va aller très très vite. Et pourquoi ça va aller très très vite? Parce qu'il y a une condition pour qu'une donnée puisse se retrouver sur la stack. Et cette condition, c'est celle qui va faire la force de cette stack. La condition est très simple, c'est que votre donnée, votre type de donnée, il doit avoir une taille en mémoire, une taille en octets, qui doit être fixe et constante au cours du temps. Je me suis répété, mais c'est pas grave. Qui doit être constante au cours du temps. C'est quoi que j'entends par constante au cours du temps? C'est-à-dire que par exemple, mon petit U8 là, que j'ai mis sur ma stack, 8 bits ça fait 1 octet, donc mon 8 fait 1 octet. Que peu importe la valeur que je vais mettre dedans, au cours du temps, mon U8, il fera toujours 4, 1 octet, pardon. Il fera toujours 1 octet. Du début à la fin de mon programme, il fera 1 octet. Mon booléen ici, il fera 1 octet du début à la fin de mon programme. Le quart ici, il fera 4 octets du début à la fin de mon programme. Le U32 ici, il fera 4 octets du début à la fin de mon programme. En gros, sur la stack, vous allez pouvoir mettre tous les types qui sont avec une taille en mémoire, en octets, qui est fixe au cours du temps, qui ne va pas varier. Il a une taille au début du programme, il aura la même à la fin du programme. Et le gros avantage, c'est qu'étant donné qu'on connaît du coup, qu'on sait que cette taille ne va jamais changer, bah, ça rend les opérations extrêmement rapides sur la stack. Et c'est ça l'avantage de la stack, c'est que les opérations vont vite, c'est très peu coûteux en performance. Pareil, si on veut par exemple copier une donnée, bah ça va très très vite parce que on connaît sa taille va jamais changer. Bon bah voilà, on la récupère, hop, on la replace par dessus. Ça va très 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 vite. A l'inverse, par contre, le problème, le désavantage de la stack, c'est comme vous l'avez compris, avec cette condition qui est que la taille doit être fixe au cours du temps, et ben on peut pas mettre de données comme par exemple on a en Rust, je pense notamment du coup à cette donnée là. On peut pas mettre cette donnée là sur la stack. Pourquoi? Bah parce que cette donnée là, si je la rends mutable ici, donc qui me permet de la modifier, et ben sa taille elle va varier au cours du temps. Ce type de données, sa taille va varier au cours du temps. Bah oui, réfléchissez bien, mais réfléchissez bien. La variable s, je peux lui rajouter des caractères. Je peux lui donner une autre taille. Puis même au moment de la compilation, là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 4 octets. Ok? Mais si je rajoute un caractère, si je rajoute encore un caractère, enfin deux caractères là dans ce cas-là, bah ça va changer. Donc en fait, au moment de la compilation, le programme est pas sûr de la taille qu'aura cette chaîne de caractères, il est pas sûr de la taille qu'aura ce string, et surtout la taille de ce string va pouvoir changer au cours du temps parce que je vais pouvoir rajouter des caractères, retirer des caractères, etc. Donc ce genre de type de données, je ne peux absolument pas les mettre sur la stack. Il va falloir que je les mette autre part. Et là où on va les mettre, ça va être du coup, vous avez compris, sur le heap. Donc l'avantage du heap, c'est que du coup on va pouvoir stocker tous les types qui rentrent pas sur la stack, donc tous les types qui ont une taille qui n'est pas constante au cours du temps. Et par contre le désavantage, c'est que c'est coûteux en performance, réellement. Alors pour des petits programmes, pour quelques petites allocations et libérations, on va parler de l'allocation, etc. Ça va être très peu coûteux, mais au bout d'un moment, ça peut devenir coûteux en performance parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez mettre de la mémoire, réserver de la mémoire sur le chip, on va parler du coup d'allocation mémoire. En fait, ce qui va se passer, c'est que cette allocation, elle va coûter en performance. Pourquoi? Parce que la machine sur laquelle vous faites tourner votre programme, il va pas simplement se dire bon bah ok, ma mémoire, ma donnée pardon fait telle taille, je vais la mettre au-dessus de la stack, très rapide. Non, cette fois, il va devoir regarder dans tout le heap un emplacement mémoire qui convient parfaitement à la mémoire dont vous avez besoin. Et une fois que ça convient parfaitement à la mémoire dont vous avez besoin, il vous le réserve, il vous le donne.
il vous l'alloue en gros. C'est ça, c'est l'allocation de mémoire. Donc en fait, on va parler d'allocation de mémoire, il va allouer cet espace mémoire là pour vous. Sauf que du coup, vous avez compris que c'est une phase de recherche, donc ça prend du temps et ça peut être coûteux en performance. Donc c'est un désavantage. Sachant qu'en plus, plus vous allez faire d'aller-retour, par exemple si je réserve un espace de 4 octets pour ma string, mais qu'après je la fais changer, qu'elle fait 6 octets, ah bah là il va devoir rechercher un nouvel endroit à 6 octets pour vous le redonner. Donc vous voyez très vite que plus je vais faire d'aller-retour sur le heap, c'est-à-dire plus je vais demander à la machine de m'allouer de la mémoire, d'une taille différente à chaque fois, de m'allouer de la mémoire, plus ça va être coûteux en performance parce qu'il y a une phase de recherche et de réservation qui malheureusement va coûter en performance. Donc le mieux quand vous écrivez un programme, ça va être d'éviter au maximum, si vous le pouvez, bien évidemment, de vous servir du heap. C'est-à-dire que quand vous pouvez vous servir de la stack, il faut se servir de la stack. Si c'est pas encore très clair qu'est-ce qui va sur la stack, sur le heap, vous allez voir, ça va être très simple, vous allez le comprendre au fur et à mesure, paniquez pas. Juste, j'aimerais revenir sur des termes. Quand on va réserver un espace mémoire sur le heap, on va parler d'allocation, où on dit que la machine nous alloue de la mémoire. Hein. Et cette mémoire, en fait, il nous la réserve pour le temps d'utilisation, mais il faut qu'on la libère au bout d'un moment, il faut qu'on la rende. Hein. C'est pas comme la stack où il peut juste la retirer automatiquement et voilà, c'est fait, il peut juste retirer toute la stack que notre programme a utilisée durant son utilisation. Non. Là, le heap, le problème, c'est que il nous l'a réservé. Si on lui dit pas c'est bon, on en a plus besoin, d'autres programmes ne pourront pas utiliser cet espace mémoire après. Et donc, on est en train de bloquer de l'espace mémoire. Donc, on va avoir deux concepts. L'un qui va être l'allocation, hein, c'est allouer de la mémoire pour notre programme, et l'autre qui va être la libération de cette mémoire-là. Hein. Dire ça y est, j'en ai plus besoin, tu peux la reprendre. Bon. Ces deux concepts, ils vont être importants parce que il va y avoir un choix, quand on va faire un langage de programmation, il va y avoir un choix de comment on va les gérer dans notre langage. Bah oui, puisque en tant que programmeur, quand vous allez développer un programme, vous allez forcément travailler avec la mémoire, et donc il y a forcément un moment où vous allez travailler avec le heap, et donc il y a forcément un moment où il va se poser la question de comment on vous fait allouer la mémoire, et comment on vous fait libérer cette mémoire. Est-ce que c'est vous qui gérez, est-ce que c'est nous qui gérons, enfin est-ce que c'est le programme qui se démerde, enfin il y a plein de possibilités d'imagination différentes, et justement ça tombe bien parce qu'on va voir deux cas, on va dire d'écoles qui jusqu'à présent étaient un peu, je dirais, majoritaires. Donc maintenant vous savez ce que c'est la stack et le heap, ça va être très simple. Donc par exemple en C, je ne veux pas vous faire un cours de C, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc en C par exemple, quand on veut déclarer une variable sur le heap, on va utiliser une fonction. Je vais pas vous donner les noms de fonctions, hein, on peut juste faire simple, qui va du coup nous allouer. Parce que la méthode du C, c'est qu'en fait, vous gérez tout manuellement. C'est vous qui demandez à l'ordinateur de vous allouer de la mémoire. C'est vous, alors il y a quand même une partie du C qui le fait, on va dire, automatiquement, mais je veux dire, vous allez globalement souvent le faire manuellement, en tout cas dès que vous voulez quelque chose de dynamique, c'est-à-dire qui peut varier au cours du temps, quoi, en gros, ça vous allez le faire manuellement. Donc, quand vous allez faire ça, en fait, vous allez utiliser une fonction. Donc, imaginons, voilà, j'ai mon S qui est un string, hein, on va dire, et ben, je sais que ma chaîne de caractères, mon string, il va faire 6 octets, et ben, je vais dire, alloue-moi 6 octets. Voilà, c'est pas, alors c'est pas la bonne syntaxe du tout, mais c'est comme ça que vous allez faire du coup en C pour allouer votre mémoire. Alors ne faites pas ça en C, hein, c'est pas le nom de la fonction, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est juste pour simplifier. Bon, sauf que du coup en C, vu que vous faites tout manuellement, c'est vous aussi qui devez dire quand est-ce qu'on n'a plus besoin de cet espace mémoire là, et donc vous allez devoir libérer cet espace mémoire manuellement aussi. Alors, le gros avantage de ça, c'est que vous avez un total contrôle sur ce qui se passe, vous décidez quand vous allouez la mémoire, vous décidez quand vous la libérez, vous pouvez décider combien vous allouez, etc. Le gros désavantage de ça, c'est que c'est énormément sujet à erreur. Pourquoi? Parce que, premier cas d'erreur qu'on pourrait avoir, c'est que vous allouez un espace mémoire qui n'est pas suffisant, ou un espace mémoire qui est trop grand comparé à ce que vous utilisez, et que du coup, ça commence à coûter. Deuxième erreur qu'on pourrait avoir, c'est par exemple, vous allouez votre mémoire S, mais vous oubliez de libérer cette mémoire. Bon, alors, si c'est un petit programme, c'est pas très grave, mais quand vous commencez à allouer beaucoup de choses, par exemple, je pense dans une boucle for, ou dans une boucle while même, vous commencez à allouer beaucoup de mémoire, mais vous la libérez jamais, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a un petit problème. Alors, votre PC va commencer à pas apprécier ce que vous êtes en train de lui faire. Bon. Maintenant, autre problème, vous libérez bien la mémoire, tout va bien jusque là, mais vous essayez d'accéder à la variable S après. Ah ça aussi ça marche pas, vous avez libéré la mémoire, vous pouvez pas y accéder, c'est pas possible. Et enfin un autre cas de problème qu'on pourrait avoir, c'est que vous essayez de libérer deux fois le même espace mémoire parce que vous avez oublié que vous l'avez libéré. Et là,
bah vous savez même pas ce qui va se passer concrètement. Bon, ça c'est un peu les défauts de cette méthode là, mais c'est des défauts au final humains, puisqu'il s'agit d'oublier qu'on a libéré, ou de juste oublier de libérer tout court même. C'est des erreurs humaines, mais c'est la méthode du C, voilà, vous faites les choses manuellement, le C il vous laisse un peu vous démerder. Mais par contre c'est sujet à de grosses erreurs. Une autre méthode, un autre cas d'école dont on va parler, c'est la méthode par exemple du Python. Si vous avez déjà fait du Python, vous avez dû vous dire là en voyant ça, mais attends, je comprends pas, en Python on n'a jamais parlé de stack, on n'a jamais parlé de heap, on n'a jamais eu besoin d'allouer de la mémoire comme ça, ou libérer de la mémoire comme ça. Alors, c'est vrai, pour la simple et unique bonne raison qu'en Python, c'est pas l'utilisateur, c'est pas le développeur qui va faire ça, puisqu'en Python, il y a un outil qui s'appelle le garbage collector, en français le collecteur de poubelles, le ramasseur de poubelles, et ce garbage collector, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en même temps que votre programme s'exécute, il va traquer vos données qui sont sur le heap, et il va, en fait, à chaque fois, vous allouer l'espace mémoire dont vous avez besoin automatiquement, et il va, au moment où à force de traquer les données, pardon, il va regarder le moment où vous en avez plus besoin de cette donnée-là, et dès que vous en avez plus besoin, il va la libérer automatiquement. Et là, on pourrait se dire c'est génial, on a trouvé la solution, on n'a plus besoin de se prendre la tête, il n'y a plus de risque d'oublier de libérer, etc. Alors oui, par contre, le problème c'est que ce garbage collector, il tourne en même temps que votre programme. Et ce qu'il fait comme vérification à chaque fois, au bout d'un moment, ça peut devenir coûteux en performance. Il peut y avoir une perte de performance parce que bah, justement, c'est ce garbage collector qui va tout simplement tout le temps vérifier vos données, etc., etc. Donc ça va au bout d'un moment coûter en performance. Ça, c'est un peu les deux cas d'école qui a toujours eu, on va dire, un petit peu, qu'on peut retrouver donc dans le C et dans le Python. Et ici, on a vu tout ce qu'il y a besoin de voir pour introduire le fonctionnement de la mémoire. Donc, vous le savez maintenant, il y a la stack, le heap. Sur la stack, on va mettre tous les types de données dont la taille est fixe en mémoire. La taille en mémoire va être fixe, ne va pas bouger dans le temps, d'accord? Et sur le heap, on va mettre toutes les données qui, par contre, dont par contre la taille n'est pas fixe en mémoire, d'accord? Donc ça c'est très très important à connaître, ça va vous servir tout simplement pour comprendre ce qui se passe derrière la machine. Ceci étant dit, maintenant la question qui se pose c'est, que peut-être vous devez vous poser, c'est le Rust il a choisi quoi comme approche? Est-ce qu'on est plus sur du C, on fait tout manuellement, ou est-ce qu'on est plus sur du Python et il y a un garbage collector qui tourne? Et peut-être intuitivement ceux qui mettent du Python ils ont envie de se dire ah on est peut-être sur du Python parce que j'ai pas vu d'allou, quand je fais un string ici là je vois pas de méthode allouée, je sais pas quoi là. Bon, euh, le Rust, il arrive sur le duel, on va dire, entre les deux méthodes, et il dit, bah moi j'ai ma propre méthode. Parce que le Rust n'a ni la méthode du C, ni la méthode du Python. Le Rust, il a un ensemble de règles, 3 règles, qui vont être ce qu'on appelle l'ownership, et ces 3 règles-là, elles sont vérifiées à la compilation, donc il n'y a pas de perte de performance comme on pourrait y avoir en Python, elles sont vérifiées à la compilation, et c'est ces 3 règles-là qui vont s'assurer que vos données sont valides, qu'elles sont libérées et allouées correctement. Mais ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Il y a eu beaucoup de charabia autour de la mémoire. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. La prochaine arrivant très rapidement puisqu'elle va de mise en fait avec celle-ci. N'hésitez pas aussi à partager ou à mettre voilà, un pouce bleu pour faciliter les gens, pour qu'ils puissent tomber plus facilement dessus sur cette vidéo, sur cette série de vidéos et peut-être découvrir le langage Rust ou alors même vérifier des acquis. Voilà, c'est pas toujours facile de trouver des ressources en français. Donc voilà, ceci étant dit, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée et je vous dis à la prochaine vidéo sur l'ownership où on rentrera cette fois clairement dans les détails.